Questions orales. Oral questions. The Honourable Leader of the Opposition. Encore de preuves aujourd'hui que le premier ministre a perdu le contrôle sur les dépenses. La vérificatrice générale a confirmé que ce gouvernement libéral a versé 3,5 milliards de dollars des comptes d'urgence aux entreprises qui n'avaient pas de droit. C'est 10 des récipiendaires, 77 000 entreprises. Et tout ça administré par une entreprise Accenture de consultation qui coûtait un autre 200 millions de dollars. Est-ce que ce n'est pas la preuve que ce premier ministre n'en vaut pas le coût ni la corruption? L'honorable ministre des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, cette question nous vient du chef de l'opposition qui a indiqué que notre programme d'aide aux petites entreprises comme un gros cadeau de l'État-providence et que les conservateurs ne croient pas dans ce type d'aide. Mais nous n'avons pas de leçons à tirer de la part du Parti conservateur du Canada. De notre côté de la Chambre, nous avons aidé plus de 900 000 entreprises pour les empêcher de vivre dans une situation incertaine du point de vue économique. The Honourable Leader de l'Opposition. Et maintenant, les Canadiens savent que j'avais raison. Au lieu d'aider les entreprises en besoin qui avaient le droit de recevoir l'argent, le gouvernement a gaspillé 3,5 milliards de dollars. En plus, ils avaient gonflé la bureaucratie de 40 pour administrer des programmes. Mais ce n'était pas suffisant, donc ils avaient besoin encore d'engager une entreprise de consultation Accenture avec 200 millions de dollars en contrat, en partie géré au Brésil. Monsieur le Président, pourquoi c'est toujours les consultations, les consultants, les bureaucrates et les corrompus qui reçoivent l'argent de ce gouvernement? L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Monsieur le Président, parlons des entreprises. Qu'est-ce qu'on a fait pour les entreprises pendant les dernières 7 ou 8 jours? On a augmenté le rabais sur le prix sur la pollution pour donner ce rabais à des entreprises. Et juste la semaine passée, on a coupé le TPS pour créer un congé du TPS pour toutes les entreprises qui représentent tous les restaurants partout au Canada. Et qu'est-ce que le chef de l'opposition a fait? Il a décidé de voter contre. Et pas juste lui, mais tout son caucus a voté contre les efforts pour aider les entreprises. Voilà le Parti conservateur du Canada. The Honourable Leader of the Opposition. L'honorable chef de l'opposition. Aujourd'hui, on en a encore une fois la preuve. Le premier ministre a perdu le contrôle des dépenses. Dans le rapport de la vérificatrice générale, on peut voir que 3,5 milliards de dollars ont été donnés à des entreprises qui n'étaient pas admissibles au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et cela représente 10 de tous les bénéficiaires. De plus, ils ont donné un contrat de mise en application du programme à une firme appelée Accenture qui a coûté 200 millions de dollars et cette firme a exporté le travail au Brésil. Alors, n'est-ce pas là une autre preuve de la corruption? La ministre d'État aux entreprises. Monsieur le Président, je trouve cela ironique parce que le député de Mission Matsqui Fraser m'a envoyé une lettre où il demandait des prêts par le biais du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes pour une entreprise de sa circonscription. Il comprend l'objectif de ce programme parce que cela a permis d'aider les entreprises, les empêcher de faire faillite. Ainsi, ils peuvent garder leurs employés en situation d'emploi. Mais là, c'est un autre exemple d'une lettre que le chef de l'opposition ne connaissait pas. The Honourable Leader of the Opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les membres de mon caucus défendent les intérêts des entreprises de leur circonscription qui sont admissibles, contrairement à 77 000 entreprises qui n'auraient pas dû recevoir les 3,5 milliards de dollars qui ont été donnés à mauvais escient. Tout cela pendant que les Canadiens crèvent de faim. Nous avons obtenu des chiffres aujourd'hui de l'Ontario et il y a un employé sur 10 qui
ont fréquenté les banques alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a eu 7 millions de fréquentations de banques alimentaires après que les agriculteurs, les camionneurs subissent la taxe sur le carbone, et ce qui fait que la nourriture coûte plus cher. Monsieur le Président, nous remercions Feed Ontario et les banques alimentaires de partout au pays qui font un excellent travail. Alors, j'aimerais citer le rapport dont il a été mention. En juin 2022, tous ceux qui avaient plus de 75 ans ont reçu une hausse de 10 de la sécurité de la vieillesse, en plus des hausses inflationnistes. Et par la suite, il y a eu une baisse de l'achalandage des banques alimentaires chez les aînés. Et cela s'ajoute au soutien que nous avons apporté aux familles. Nous allons continuer de travailler pour les Canadiens alors que les conservateurs votent contre à chaque occasion. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, au cours des 5 dernières années, le prix des aliments au Canada se sont accrus de 35 plus vite qu'aux États-Unis. Et cet écart est encore plus large après l'application de la taxe sur le carbone. Et avec l'aide des néo-démocrates, les libéraux veulent quadrupler la taxe sur le carbone. Par conséquent, le recours aux banques alimentaires en Ontario s'est accru de 86 durant les 4 dernières années, et un enfant sur 4 va à l'école affamé, selon les données du gouvernement. Alors, pourquoi ne pas faire fi de ce projet totalement fou que de hausser la taxe sur le carbone? Mieux encore, pourquoi ne pas l'abolir? La leader en chambre. Bon, c'est un autre exemple du chef conservateur qui dit une chose, mais qui fait le contraire. Lorsqu'il s'agit d'appuyer les enfants, nous avons négocié des accords avec les provinces pour le programme d'alimentation dans les écoles, et il y a des centaines de milliers d'enfants qui vont pouvoir s'en prévaloir au pays. Mais pourtant, il est contre. Et la semaine dernière, le chef conservateur a fait voter ses députés contre le congé de TPS pour les Canadiens. Et aujourd'hui, nous avons donné l'occasion au chef d'avoir sa motion débattue, mais ils ont préféré se désister. L'honorable député de La Prairie. Le rapport de la VG prouve que les libéraux se moquent littéralement des aînés. Imaginez, le fédéral n'a aucune idée si ces programmes comme la pension de vieillesse répondent réellement aux besoins. Ils ne savent pas si l'indexation de la pension correspond à l'inflation réelle. Ils n'ont pas de données pour savoir s'il faut en faire plus pour les aînés. Et quand ils ont des données comme celle de SCHL qui prouvent que leur stratégie de logement abandonne les aînés, paye les tablettes. Sur quoi ils se basent pour faire la morale aux aînés? Sur quoi ils se basent pour leur dire qu'ils sont trop riches pour mériter plus d'aide? L'honorable ministre du Travail et... Monsieur le Président, mon ami en face aurait plus de crédibilité s'il n'avait pas voté systématiquement contre tous les appuis que nous avons cru bon appliquer pendant la pandémie et après pour venir en aide à nos aînés, dont le supplément de revenu garanti, sa bonification, les programmes, oui, en logement qui vont héberger davantage d'aînés au Québec et partout dans notre pays. Monsieur le Président, le Bloc québécois n'a pas d'analyse à faire, n'a pas de leçon à faire pour nous au sujet des aînés. L'honorable député de La Prairie. Entre le ministre et la VG, permettez-moi de croire à la VG. La VG prouve que le fédéral ignore si ces programmes répondent vraiment aux besoins des aînés. Ils savent pas ça, ils manquent de données probantes. Mais ils savent pas, ça, là, que les aînés sont trop riches pour mériter une hausse de pension de 65 à 74 ans de 10 Ça, ils savent ça. Ils savent aussi que les retraités sont bien trop riches pour mériter un chèque de 250 $ pour t'en faire des gens qui gagnent jusqu'à 150 000 $ par année. Ça, ils savent ça. Est-ce qu'ils savent aussi que les aînés sont écœurés de subir leur mépris? L'honorable ministre du Travail et des Aînés. Monsieur le Président, nous sommes engagés à venir en aide aux aînés, et ce, malgré le vent de face que nous ressentons de l'autre bord de la Chambre, des conservateurs et du Bloc québécois qui votent systématiquement, fois après fois, pour ce qui est des supports que nous offrons à nos aînés. Pensez seulement au plan dentaire pour venir en aide aux Canadiens. Le Bloc québécois ont voté systématiquement contre des centaines de milliers de Québécois qui en profitent. Le Bloc québécois se lève debout contre. Monsieur le Président, c'est ahurissant. L'honorable député de Rosemont, la Petite Patrie.
Monsieur le Président, les gens sont inquiets pour leurs emplois et se demandent s'ils vont pouvoir payer l'épicerie ou le loyer. Les tarifs insensés de Donald Trump vont menacer ces emplois-là et augmenter le prix de tout ce qu'on achète. La semaine dernière, le premier ministre a eu l'occasion de le rencontrer, mais à part une belle petite photo, là, il est revenu les mains vides. Au moins, est-ce qu'il a été clair avec le président américain que de s'attaquer aux travailleurs québécois et canadiens, bien, ça passera pas chez nous? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, mon collègue a parfaitement raison. L'imposition des tarifs douaniers de l'ordre discuté par les Américains aura des effets néfastes sur les travailleurs et l'économie canadienne, mais aussi sur l'économie américaine et sur les travailleurs américains. Et c'était dans ce sens-là que nous avons discuté avec le président Trump et ses futurs secrétaires l'importance de travailler ensemble, de reconnaître l'intégration de nos deux économies. On a discuté évidemment de la sécurité de nos frontières. C'était une discussion positive et je suis tout à fait convaincu qu'on va pouvoir bien travailler avec le président Trump. The honourable member for Edmonton. Le député d'Edmonton-Grisba. Monsieur le Président, les Canadiens s'inquiètent de leur emploi et s'ils seront en mesure de se nourrir. Les tarifs douaniers injustes de Donald Trump menaceront ces emplois et feront grimper les prix pour les Canadiens. La semaine dernière, le premier ministre l'a rencontré. Mais il n'a rien à montrer. Il est revenu les mains vides. Les travailleurs canadiens veulent savoir ceci. Est-ce que le premier ministre a fait comprendre très clairement à Donald Trump que équilibrer le budget américain sur le dos des travailleurs canadiens, cela ne fonctionne pas pour le Canada? The honourable minister. Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, bon, je ne veux pas me montrer en désaccord avec mon ami d'Edmonton-Grisba, mais l'idée même selon laquelle nous sommes revenus les mains vides, c'est faux. Il sait que nous avons eu un entretien productif et constructif avec M. Trump et son futur cabinet. Bien sûr, nous avons parlé du fait qu'il faut protéger l'économie et les travailleurs canadiens. Nous avons aussi expliqué à nos amis américains les répercussions des tarifs douaniers sur notre économie. Et je crois que nous ne sommes vraiment pas revenus les mains vides. La députée de Thornhill. En quelques petites années, le premier ministre a perdu le contrôle du déficit, de l'immigration et de notre frontière. L'interprète signale qu'il y a de l'interférence. Il pense encore que 3 millions de résidents temporaires dans notre pays vont partir volontairement. Le Canada risque de se voir imposer des droits de douane de 25 % en raison de ses politiques d'ouverture de frontières, de son plan de gratuité des drogues pour tous et ses mauvaises pratiques économiques. Pourquoi ne pas avoir un plan Le Canada d'abord pour assurer la sécurité de nos frontières? Le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ils ne sont pas sérieux. Elle appuie le chef de l'opposition qui est resté les bras croisés lorsqu'il était au pouvoir. Ils ont fait de graves compressions au sein de l'Agence des services frontaliers. Et puis, ils disent que c'est de l'histoire ancienne. Mais nous avons proposé une réforme du régime d'asile au Canada. Et au comité, ils ont voté contre ces mesures. Ils devraient nous appuyer dans notre réforme. Et s'ils veulent le faire, je les encourage à le faire. The honourable member for Thornhill. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, ça fait 9 ans qu'ils sont au pouvoir et ça fait des années qu'ils savent que l'immigration est hors de contrôle et que les demandes d'asile sont hors de contrôle et que la frontière déraille. Mais le premier ministre, même par le premier ministre a sacrifié ce ministre-là et l'a blâmé pour son incompétence. Mais si nous voulons sauver la donne, il faut que nous agissions dès maintenant. Alors, où est le plan pour assurer la sécurité de nos frontières? Le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, bon, ça nous vient du parti qui avait créé la ligne de dénonciation pour les pratiques culturelles barbares. Ils ont déjà été au pouvoir et c'est ce qu'ils avaient fait. Nous sommes très sérieux. Nous avons indiqué à M. Trump que nous allons sécuriser la frontière. Nous sommes déterminés à le faire. Ils ont eu l'occasion de faire leur part en appuyant les mesures de réforme et je les encourage à le faire.
Le député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, après 9 ans de ce gouvernement néo-démocrate libéral, nos frontières sont défaillantes et il y a 3 millions de résidents temporaires qui doivent quitter le Canada au cours de la prochaine année, mais nous ne savons pas vraiment s'ils vont partir, s'ils vont rentrer chez eux, s'ils vont rester ici illégalement ou s'ils vont essayer de franchir la frontière canado-américaine. Et en fait, les voisins américains nous ont dit que la frontière, c'est un problème qui doit être réglé. Et nous avons besoin d'un plan, le Canada d'abord, pour que le problème des frontières soit réglé. Où est ce plan? The Honourable Minister. Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, dans notre plan, l'un des premiers éléments a été de renverser les compressions drastiques qui ont été réalisées à la SFC. Nous prenons la sécurité des frontières très au sérieux et c'est le cas aussi pour nos amis américains. La rencontre du week-end dernier portait sur la collaboration qui peut être poursuivie. Nous avons déjà travaillé depuis des décennies. Il y a une collaboration entre les agents de part et d'autre de la frontière et nous allons continuer d'en faire davantage à l'avenir. Le député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, le premier ministre est allé à Mar-a-Lago pour embrasser l'anneau et puis il est revenu avec absolument rien. Il y a de grandes lacunes et il y a plus de 260 000 demandes d'asile non traitées dans le système en ce moment. Et les libéraux dépensent des milliards de dollars chaque année pour les hôtels, la nourriture et les frais médicaux de ces réfugiés, alors qu'ils ne leur permettent même pas de travailler pendant qu'ils attendent pendant des années le temps qu'on traite leurs demandes. Alors pourquoi quitteraient-ils le Canada volontairement alors qu'ils peuvent continuer de profiter de ce régime? Quel est le plan? Quel est le plan? Avant de céder la parole à l'honorable ministre, j'encouragerai les députés de part et d'autre de la Chambre de faire montre de respect pour ceux qui dépendent de l'interprétation. Ainsi, ils pourront mieux entendre les questions et les réponses qui sont posées. Alors, s'il vous plaît, silence. Le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et des Réfugiés. Le chef de l'opposition se trouvait dans son sous-sol en essayant de trouver quelle rime il pouvait afficher sur Twitter. Mais à ce moment-là, notre premier ministre était en Floride pour rencontrer notre plus grand partenaire commercial, ses responsables. Mais entre-temps, le Parti conservateur promet de donner des visas à tout le monde sans les déporter, mais ce n'est pas une façon raisonnable de traiter le dossier. Encore une fois, je rappelle aux députés de ne pas prendre parole à moins qu'ils ne l'obtiennent de la part de la présidence. Et je m'adresse aux députés de Nouveau-Brunswick Sud-Ouest. Saint-Charles. Monsieur le Président, depuis 9 ans, nous demandons que ce premier ministre se réveille et reprenne le contrôle de notre frontière, mais il continue à faire le contraire. Par exemple, en 2015, les demandes d'asile non traitées étaient de moins de 10 000 cas. Aujourd'hui, il y a plus de 260 000 cas non traités. Nous avons exigé une surveillance accrue de notre frontière, une plus grande collaboration avec les forces de l'ordre des provinces afin de lutter sérieusement contre la traite des personnes, contre les entrées illégales, la production et le trafic de drogue, pour ne nommer que ça. Nous avons proposé un plan. Est-ce qu'il va l'accepter et l'exécuter? Bravo! L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, encore une fois, nous avons eu vendredi soir une discussion très constructive, très cordiale avec nos partenaires américains. Nous avons parlé de la sécurité qui existe à la frontière du Canada et des États-Unis depuis des décennies, l'intégration des forces de l'ordre canadiennes avec leurs partenaires américains. Nous avons parlé, par exemple, du travail important que la GRC a fait dans la lutte contre le fentanyl, des saisies de drogue, des arrestations importantes, encore une fois en partenariat souvent avec nos alliés américains. Et c'est le travail qu'on va continuer de faire pour la sécurité des Canadiens. Bravo. L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président Trump vient de demander au premier ministre de faire quelque chose, mais de ce côté-ci, ça fait 9 ans qu'on demande la même chose. On demande des mesures supplémentaires pour mettre fin au trafic d'armes, au trafic de drogue et au vol de voitures. Il n'a jamais écouté. Le trafic d'armes et le vol d'auto sont un fléau au Québec. Nous avons proposé de renforcer la surveillance au port de Montréal et à la frontière, mais rien ne bouge.
Nous avons un plan. Est-ce que le premier ministre acceptera de l'exécuter? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, notre collègue en face a une liste de choses que notre gouvernement a précisément accomplies. Nous avons travaillé avec nos forces de l'ordre, nous avons investi davantage pour renverser des coupures de l'ancien gouvernement conservateur. Mais si mon collègue était sérieux pour la sécurité nationale de notre pays, je suggère qu'il encourage son patron à prendre un code de sécurité essentiel pour avoir des renseignements pour protéger sa formation politique et son caucus. Par exemple, Monsieur le Président, quant à l'ingérence étrangère de l'Inde, ce sera peut-être utile que le chef de l'opposition fasse cela. L'honorable député de Terrebonne. Après Arif-Khan, la vérificatrice générale dévoile un nouveau scandale de sous-traitance, Accenture. Ottawa a confié 313 millions à cette multinationale pour gérer à sa place les prêts du compte d'urgence aux entreprises durant la pandémie. C'est plus que 5 fois le coût d'Arif-Khan. Et comme pour Arif-Khan, l'argent a été versé sans appel d'offres, sans plafond de dépenses et surtout sans vérification. Je cite la VG. Aucun des ministères n'a assumé la responsabilité du programme. Monsieur le Président, les libéraux sont-ils allergiques à l'imputabilité? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Au contraire, Monsieur le Président, nous aimons l'imputabilité. C'est pour ça que nous remercions la vérificatrice générale de tout son travail. Elle fait un travail qui est solide et qui est important de souligner encore ce matin. Ce qui est important de souligner aussi, Monsieur le Président, c'est que les conservateurs, quand arrivait la pandémie, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était, d'après le chef de l'opposition, c'était de réduire les impôts pour les plus grosses entreprises, en espérant que les plus grosses entreprises se mettent tout d'un coup à engager des centaines de milliers de Canadiens qui perdaient leur travail. Nous avons mis en place des mesures qui ont sauvé de la faillite des centaines de milliers de PME et au Québec et ailleurs au pays. L'honorable député de Terrebonne. Monsieur le Président, non seulement personne ne sait comment Accenture a dépensé nos 313 millions, mais les libéraux refusent encore aujourd'hui de le découvrir. Le ministère des Finances a refusé la recommandation de la vérificatrice générale d'examiner les lacunes en matière de reddition de comptes. Il s'en lave les mains. Le strict minimum de l'imputabilité, après avoir versé 300 millions sans appel d'offres et sans suivi, ce serait au moins d'accepter les recommandations de la vérificatrice générale. Ces finances refusent d'examiner le dossier. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que les Québécois apprennent qu'ils se sont encore fait avoir? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-premier ministre et ministre des Finances. Le compte d'urgence a aidé d'innombrables PME au Québec et à travers le pays de la faillite, Monsieur le Président. C'est le compte d'urgence qui s'est assuré que les travailleurs puissent toucher leur chèque de paye, Monsieur le Président. Ça ne me surprend pas que 4 ans plus tard, le Bloc se lève en chambre. Peut-être c'est parce qu'il veut changer la chaîne, parce que la semaine dernière, ils ont voté contre un congé de taxes, Monsieur le Président. Ça ne s'invente pas. Le Bloc décide de voter contre des mesures qui vont rendre la vie des Canadiens plus facile, surtout pendant la période des fêtes. L'honorable député de Terrebonne. On va se concentrer un peu, là. La PDG d'Exportation et Développement Canada révélait au Comité des comptes publics avoir octroyé 149 millions en contrat Accenture. Aujourd'hui, la vérificatrice générale révèle que c'est plutôt 313 millions. Plus que le double. Incroyable. Comment est-ce qu'on est passé de 149 millions à 313? Bien, on le saura pas. Le ministère des Finances refuse d'enquêter. Un classique. Monsieur le Président, les Québécois payent des impôts en faisant confiance que l'argent sera investi intelligemment. Pourquoi pourrait-il ne pas conclure que les libéraux abusent de leur confiance? Tout à fait. Bravo. L'honorable ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Monsieur le Président, je trouve la position du Bloc hypocrite, puisque leur demander de prolonger le programme CEEC aurait généré des coûts plus élevés. Les petites entreprises ont demandé de l'aider pour garder leurs portes ouvertes et garder leurs emplois au travail, et c'est ce que nous avons fait. Les petites entreprises savent que nous serons toujours là pour elles. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for Lambton. La députée de Lambton-Kent
Middlesex. Monsieur le Président, pendant 8 années consécutives, l'achalandage dans les banques alimentaires a augmenté en Ontario et cela correspond à la corruption et à l'incompétence du gouvernement néo-démocrate libéral. Et on voit qu'il y a 25 des Ontariens qui ont un emploi, qui doivent se rendre à la banque alimentaire pour se nourrir. Les Canadiens exigent qu'on apporte un changement. Le premier ministre va-t-il abandonner son projet de quadrupler la taxe sur le carbone et lancer une élection sur la taxe sur le carbone immédiatement? La ministre de la Famille. Bonne nouvelle, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'étais à l'île du Prince-Édouard et c'est la toute dernière province à se joindre à notre programme d'alimentation dans les écoles. Grâce à cette entente, il y a plus de 180 000 enfants qui vont pouvoir avoir accès à des repas dans les écoles. Le chef de l'opposition dit que le programme n'existe pas, mais moi, je dirais qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui vont pouvoir en profiter. La députée de Lambton-Kent, Middlesex. Monsieur le Président, ce sont les néo-démocrates libéraux qui ont causé la crise du coût de la vie. Il y a plus d'1 million d'Ontariens qui ont eu recours à une banque alimentaire la semaine dernière. Et les libéraux ne comprennent pas le calcul de base. Si on taxe l'agriculteur, on taxe le camionneur, alors la nourriture est taxée lorsqu'elle est cultivée, transportée. Le Premier ministre est déconnecté de la réalité. Pourquoi ne pas lancer une élection ayant pour thème la taxe sur le carbone immédiatement? Order. The Honourable Leader of the Government in the House of Commons. La leader en chambre du gouvernement. Monsieur le Président, les députés conservateurs sont ridicules. Ils ont eu l'occasion aujourd'hui de présenter un vote sur une motion de censure et ils ont décidé de ne pas le faire. Donc, on peut voir encore une fois les députés conservateurs qui disent une chose, mais qui en font une autre. Monsieur le Président, nous sommes ici pour travailler pour les Canadiens et nous faisons un travail concret. Par exemple, le programme d'alimentation dans les écoles, comme le programme de soins dentaires qui permet aux Canadiens de joindre les deux bouts. Alors, tout ce qu'ils font, c'est de parler haut et fort, mais c'est du vent. Order. À l'ordre. Member from Haliburton. Le député de Haliburton, Kawartha Lakes, Brock. Monsieur le Président, les libéraux tentent de distraire les Canadiens avec des astuces et des appâts fiscaux sur les arbres de Noël et l'alcool. Il y a plus d'1 million d'Ontariens qui se sont tournés vers les banques alimentaires pour se nourrir. Et c'est une hausse, car au cours des 2 dernières années, le nombre d'Ontariens qui ont eu recours aux banques alimentaires a augmenté de 73 Puis encore, près de 25 des utilisateurs de banques alimentaires ont un emploi, ce qui prouve une fois de plus que la crise du coût de la vie créée par le premier ministre s'aggrave. Le premier ministre fera-t-il ce qu'il s'impose et lancer une élection ayant pour thème la taxe sur le carbone? The Honourable Parliamentary Secretary. La secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances. Donner un allègement fiscal aux Canadiens, c'est une mesure concrète. Lorsque vous allez acheter des cadeaux Noël pour vos enfants, à la caisse, on ne vous facturera pas la TPS. Et ce sera la même chose à l'épicerie. Vous ne paierez pas la TPS sur des articles de base. Et ce sera la même chose au restaurant. C'est de l'argent qui est remis dans les poches des Canadiens, concrètement. Le député parle de Canadiens vulnérables qui passent par une période difficile, mais pourtant, ils ont voté contre les mesures pour aider les Canadiens à chaque occasion. Ils ont voté contre un allègement fiscal, une baisse de taxes. Le Parti conservateur du Canada est complètement disjoncté. The Honourable Member for London Fanshawe. L'honorable député de London Fanshawe. Il est inacceptable que cette année en Ontario, une salle d'urgence sur 5 est fermée de façon imprévue. L'éloge par le premier ministre de l'innovation de Doug Ford en matière de soins de santé a eu pour conséquence que 2024 a été la pire année pour les fermetures de salles d'urgence en Ontario. Les libéraux ont donné à M. Ford des milliards de dollars en fonds dans les soins de santé sans condition. Les Ontariens méritent mieux. Le premier ministre assumera-t-il la responsabilité du financement du plan de privatisation de Doug Ford ou continuera-t-il à faire attendre les Ontariens? L'honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, ces accords de 200 milliards de dollars sur 10 ans viennent bien sûr avec des indicateurs et des priorités communes.
En fait, nous venons de voir le rapport qui démontre que pour la première fois dans l'histoire du Canada, nous avons des données. Et en fait, dans toutes les administrations au Canada, il y a plus de médecins, plus d'infirmières. Les temps d'attente pour les chirurgies sont revenus à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Et nous faisons des progrès importants. C'est important que les provinces fassent leur part, mais nous faisons des progrès importants en matière de santé. L'honorable député de Windsor-West. Monsieur le Président, les agents frontaliers veulent faire leur part pour protéger le Canada, mais ils ont besoin de plus d'outils pour aider à stopper le flux de drogues toxiques, de voitures volées et d'armes à feu. Le chef conservateur a congédié plus de 1100 agents frontaliers lorsqu'il était au cabinet, y compris des chiens de détection et du personnel de première ligne, et les libéraux ne les ont jamais réembauchés. Les néo-démocrates demandent depuis des années au gouvernement d'investir davantage dans le personnel de première ligne de la SFC. Les libéraux vont-ils cesser de laisser tomber les gens, réembaucher les agents frontaliers que les conservateurs ont congédiés et leur donner les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je tiens à remercier notre collègue de Windsor-West pour sa question. Je suis d'accord avec lui sur le travail essentiel que font les agents frontaliers du Canada. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces hommes et ces femmes qui travaillent à la sécurité de notre pays et qui font un travail très important. Je suis ravi qu'il ait parlé des coupures draconiennes faites par l'ancien gouvernement conservateur dans la SFC. Je suis ravi de dire à mon collègue que nous avons mis fin à ces compressions. Nous avons investi de façon importante pour embaucher plus de travailleurs à la frontière et nous allons continuer d'en faire plus. L'honorable député de Richmond Hill. Monsieur le Président, le chef conservateur s'est bâti une réputation en dénonçant les taxes et pourtant, lorsque notre gouvernement propose un allègement fiscal qui profitera à tous les Canadiens, il dit non. La ministre des Familles et du Développement social peut-elle expliquer pourquoi cet allègement de la TPS pour les Canadiens est si important et pourquoi le chef conservateur et son parti voteraient contre un allègement fiscal qui aide tous les Canadiens? Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre des Familles, des Enfants et du Développement social. Cet allègement fiscal, c'est exactement ce dont ont besoin les Canadiens et les Canadiennes. Le chef conservateur prétend être le champion des contribuables, mais lorsqu'on lui présente l'occasion d'abolir la taxe, il refuse de le faire. Les députés conservateurs tournent leur dos aux Canadiens et aux Canadiennes. Ils préfèrent répéter des slogans plutôt que de trouver des solutions. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer de livrer la marchandise pour les Canadiens et les Canadiennes. L'honorable député de Calgary-Midnapore. Après 9 ans de ce gouvernement NPD libéral, la situation des Canadiens s'est détériorée. Le PIB aux États-Unis a augmenté de 2,8 % alors qu'au Canada, il est resté à 1 %. De plus, le PIB par habitant a encore baissé de 0,4 %. Il s'agit de 6 trimestres consécutifs de baisse du PIB par habitant au Canada. Ce premier ministre n'a pas de plan. Donc, va-t-il laisser la place à un premier ministre qui en a un? L'honorable secrétaire parlementaire à la vice-première ministre et ministre des Finances. Je pense que la députée a mal cité les chiffres. Statistique Canada vient de révéler qu'elle a dû réviser les chiffres du PIB à la hausse pour les 3 dernières années. Le Canada devrait avoir la plus forte croissance du PIB parmi les pays du G7 l'année prochaine. Je pense que ce que les conservateurs essaient de faire, c'est de changer la conversation. Il y a quelques jours, ils ont voté contre un allègement fiscal, Monsieur le Président. Ils ont voté contre l'allègement de la TPS sur une foule de biens et ils ne savent pas comment expliquer. L'honorable député de Calgary-Midnapore. Monsieur le Président, après 9 années de gouvernement NPD libéral, le Canada est confronté à une autre menace. Les États-Unis menacent un tarif douanier de 25 % sur tous les biens exportés du Canada. Le gouvernement a augmenté la taxe sur le carbone, la taxe sur le logement, la taxe sur les gains en capital. Ce n'est pas simplement un problème de perception. Le premier ministre va-t-il admettre que ce n'est pas un problème de perception, mais plutôt de politique qui force les Canadiens à souffrir? L'honorable secrétaire parlementaire, ministre du Développement des exportations.
Monsieur le Président, nous avons eu une réunion avec le président Trump, y compris sur la sécurité frontalière et le commerce. En 2018, c'est notre gouvernement qui a renégocié l'ALENA, ce qui a mené à un record en matière de commerce l'année dernière, 1,3 billion de dollars. Comme nous l'avons fait avec 3 administrations américaines successives, nous allons continuer à défendre les Canadiens et les entreprises canadiennes. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, encore une fois ce matin, on apprend qu'une autre scierie annonce sa fermeture. C'est au tour de Rapide et Joachim à Pontiac de goûter à la faiblesse de ce gouvernement libéral. C'est 10 du village qui viennent d'apprendre qu'ils perdront leur job. Les répercussions économiques seront catastrophiques. C'est une menace de village fantôme qui pèse sur cette communauté, tout comme à Sacré-Cœur avec le décret du caribou. Le premier ministre trouve toujours le moyen d'abandonner le secteur forestier. À quand les élections? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister for Export Development and International Trade. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank the member through you for that very important question. Mr. Speaker, the softwood lumber industry is very important. Monsieur le Président, l'industrie du bois d'œuvre est très importante. Elle représente des milliers d'emplois de la Colombie-Britannique au Québec jusqu'à l'est du Canada. Nous allons toujours défendre le bois d'œuvre canadien. Nous avons défendu le Canada dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, qu'ont demandé les conservateurs que l'on capitule. Nous avons plutôt négocié un accord commercial. Nous allons toujours défendre les travailleurs du bois d'œuvre. Le député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, 23 travailleurs mis à pied, puis combien d'autres emplois indirects seront à risque dans un village de 188 habitants. La menace de village fantôme est toujours réelle, hein? Tout ça à cause de l'échec du gouvernement libéral de conclure une entente sur le bois d'œuvre. C'est la 4e scierie au Québec qui annonce sa fermeture en l'espace de quelques mois. On a besoin d'un leader fort pour nos travailleurs. À quand des élections pour élire le chef conservateur comme premier ministre? Bravo! L'honorable ministre des Pêches et sociales, la garde côtière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes extrêmement déçus que le ministère américain du Commerce ait considérablement augmenté ses droits injustes et injustifiés sur le bois d'œuvre en provenance du Canada. Ces droits américains injustes et sans fondement sur le bois d'œuvre résineux nuisent de manière injustifiée aux consommateurs et aux producteurs des deux côtés de la frontière. Les travailleurs canadiens sont punis par des droits injustes et les entreprises américaines qui ont besoin de bois d'œuvre canadien supporteront le fardeau de ces droits. Il est en l'intérêt du Canada et des États-Unis de trouver une solution durable, Monsieur le Président. Bravo. Excellent. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai déposé au nom du Bloc québécois un projet de loi qui, s'il est adopté, contribuera réellement à la lutte au crime organisé. Non seulement notre projet de loi crée-t-il une liste d'organisations criminelles, mais en plus, il s'attaque là où ça fait mal en obligeant les membres de ces organisations à prouver que leurs biens ne sont pas le fruit de leurs activités criminelles. Un renversement du fardeau de preuve. C'est un message clair envoyé aux criminels, Monsieur le Président. Le gouvernement prendra-t-il à son compte notre projet de loi et commencera-t-il à lutter sérieusement contre le crime organisé? Bravo. L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Monsieur le Président, j'apprécie la question parce que ça vise une situation très sérieuse. Crime organisé a augmenté ici au Canada. Ce qu'on vise et ce qu'on cible avec nos politiques, c'est comment on peut traiter la situation. On a fait les changements avec le budget 2024 et avec le FES de l'année passée pour viser comment les finances attachent au crime organisé. Aussi, on a fait un effort direct vis-à-vis des vols des véhicules. Les vols des véhicules, après nos investissements à la frontière et vis-à-vis les crimes organisés, ont diminué de 41% dans la belle province de Québec. Ça, c'est les résultats de ce côté de la Chambre. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, les guerres de gangs sont dans nos rues. Les gangs mettent la tête des journalistes à prix, tuent des innocents en incendiant des commerces, ils se tirent en plein jour. Monsieur le Président, ils se descendent même dans les prisons fédérales. Et que fait le gouvernement? Où est le gouvernement? Il ne fait rien, il n'est nulle part. Les libéraux pourraient envoyer un message fort aux criminels et prendre à leur compte notre projet de loi. Mais pendant qu'ils y pensent, les gangs continuent de faire la loi et amener leur guerre dans nos rues. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à prendre au sérieux la lutte au crime organisé?
L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Lorsqu'on a des conférences avec tous nos homologues, spécialement avec monsieur le ministre Bonnardel et Jolin Barrette, on discute les crimes organisés tout le temps. Et ce qu'on vise, c'est les investissements. Les investissements qu'on a faits, c'est 132 millions pour les guns et gangs qui visent le Québec. Aussi, on a fait un investissement de 42 millions de dollars qui vise l'attention pour les fonds de communauté les plus sécuritaires. Avec les investissements, on a fait des efforts et on a réussi avec les résultats, avec une diminution des crimes liés avec les crimes organisés, comme les vols de véhicules. Merci, Monsieur le Président. The honourable member from Dufferin. Honorable député de Dufferin-Caledon. Je suis d'accord avec le chef du NPD qui a dit « Le gouvernement libéral va toujours intervenir pour que les syndicats n'aient pas de pouvoir. » La référence du ministre a enlevé le droit des travailleurs à la grève. C'est pourquoi les conservateurs pensent que ce gouvernement libéral a perdu la confiance de la Chambre des communes. Bon, cela place le NPD et le chef du NPD dans une situation délicate. Va-t-il appuyer ses propres paroles, appuyer les travailleurs ou continuer de soutenir ce gouvernement NPD libéral? Ou est-ce que le gouvernement va demander à son partenaire de coalition de respecter la ligne de parti? Va-t-il finalement déclencher des élections? Order. À l'ordre. À l'ordre. L'honorable ministre du Travail et des aînés. Monsieur le Président, on croirait entendre le Parti conservateur défendre les travailleurs alors qu'ils ont voté contre les travailleurs dans des projets de loi d'initiative parlementaire. Les conservateurs ont déjà annoncé qu'ils allaient présenter des projets de loi de retour au travail à la sauce Alabama. On parle ici d'un parti qui refuse de débattre de sa propre motion aujourd'hui en Chambre des communes. Order. The honourable... À l'ordre, l'honorable député de Dufferin-Caledon. Donc, sa défense pour sa décision de retirer le droit à la grève des travailleurs, c'est de parler de quelque chose qui s'est passé il y a des années. Les syndicats ont condamné à l'unanimité la référence du ministre et il a dit qu'il avait intervenu pour retirer le pouvoir aux syndicats. C'est vrai, il a retiré le droit des Teamsters à aller en grève, il a retiré le droit des travailleurs des postes d'aller en grève, mais lorsqu'on lui demande d'empêcher des tactiques anti-syndicats, ce ministre reste muet. Mais le NPD a une décision à prendre. Va-t-il continuer à appuyer ce gouvernement ou va-t-il défendre ou le chef va-t-il défendre ses paroles et voter contre la confiance envers ce gouvernement? J'aimerais rappeler aux députés qu'ils doivent demeurer silencieux pour que l'on puisse entendre les députés qui ont la parole. L'honorable ministre du Travail et des aînés. On parle ici du parti qui s'est opposé à 10 journées maladie pour les travailleurs sous compétence fédérale. On parle d'un parti qui a appuyé des politiques de retour au travail comme il y en a au Mississippi. On parle du chef conservateur qui a dénoncé la participation des syndicats dans les processus d'approvisionnement. Ce parti conservateur est contre les travailleurs et il l'a prouvé à chaque occasion et nous allons toujours être du côté des travailleurs au Canada. L'honorable député de Peterborough-Kawartha. C'est aujourd'hui qu'il faut connaître la vérité. Les conservateurs ont présenté une motion de censure qui cite le chef du NPD qui a déclaré « Le gouvernement et le premier ministre sont cupides et anti-travailleurs ». Donc, est-ce que le chef conservateur va encore trahir les Canadiens ou est-ce que le premier ministre a conclu un autre accord secret avec l'autre parti pour rester au pouvoir plutôt que protéger les Canadiens et les Canadiens? L'honorable ministre des Aînés et du Travail. Bon, j'imagine que la députée de retour d'avoir annoncé des annonces de logements dans sa circonscription pour lesquelles elle a voté contre en Chambre des communes. C'est une blague de voir ces conservateurs faire la file derrière leur chef et
son faux machisme en Chambre des communes alors qu'il force les députés à voter contre les mesures qui aideraient les Canadiens et les Canadiennes. Ils refusent de débattre de leur propre motion. Ils refusent de débattre des allègements fiscaux pour les Canadiens. Ils refusent de faire quoi que ce soit pour les Canadiens et les Canadiennes. C'est une blague, Monsieur le Président. Order. Order. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Order. L'honorable député de Châteauguay-Lacolle. Monsieur le Président, la pandémie globale s'est révélée difficile pour nos détaillants et restaurants, notre industrie hôtelière et notre secteur touristique. Grâce à des programmes tels que le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, notre gouvernement s'est mobilisé pour aider ces entreprises pendant cette période difficile. Mes électeurs veulent maintenant savoir ce que nous faisons pour les aider après la relance. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut-il nous éclairer sur le plan du gouvernement? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Je remercie ma collègue pour sa question. Nous serons toujours là pour les familles et pour les entreprises canadiennes dans les moments aussi bons que les moments difficiles. Mais à 2 reprises, nous avons fait une réduction d'impôts à la classe moyenne. Et qu'est-ce que fait le chef conservateur? Pas une fois, mais 2 fois, il a forcé ses députés à voter contre ces coupures de taxes, Monsieur le Président. Aujourd'hui, avec la réduction de la TPS, nous apportons un soutien important aux familles et aux entreprises. Mais il semble que les seules réductions d'impôts que le chef conservateur est prêt à supporter, c'est celles qui vont aider ses riches amis, comme les PDG des compagnies pétrolières, Monsieur le Président. Toujours la même histoire avec ce chef conservateur. Ses intérêts personnels en premier, les intérêts des Canadiens. The honourable member. L'honorable député de Calgary-Forest Lawn, la vérificatrice générale a annoncé des dizaines de millions de dollars en prêts inadmissibles du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Le gouvernement était trop incompétent pour gérer ce programme lui-même, donc il a sous-traité à Accenture, une entreprise multimilliardaire qui a donné le travail aux Brésiliens plutôt qu'aux Canadiens. Le gouvernement s'est fait avoir à hauteur de dizaines de millions de dollars. Pourquoi avoir sous-traité ce travail et pourquoi couvrir pour l'incompétence des ministres libéraux? L'honorable ministre pour les petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, je suis ravi de savoir qu'il y a un rapport que l'opposition officielle peut lire sans une cote de sécurité. Le député et son parti disent à maintes et maintes reprises qu'ils s'en font du sort des petites entreprises, mais ils s'opposent aux mesures pour aider ces entreprises. L'effet demeure, Monsieur le Président, que le compte d'urgence pour entreprises canadiennes a aidé près de 900 000 entreprises canadiennes à rester ouvertes pendant la pandémie et à continuer à verser un salaire à leurs employés. Nous allons continuer d'être là pour les petites et moyennes entreprises. The honourable member for... L'honorable député de Mission, Mascouy, Fraser Canyon. Monsieur le Président, la vérificatrice générale aujourd'hui a publié un rapport sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui démontre des failles importantes, un manque de supervision gouvernementale et 3,5 millions de dollars à des entreprises inadmissibles. Donc, comment nous sommes-nous arrivés là? Le programme indique que le programme a été sous-traité à Accenture qui a enfreint le contrat, a établi ses propres règles et a accordé des contrats à hauteur de 313 millions de dollars sans appel d'offres. Pourquoi les libéraux ne sont-ils pas en mesure d'administrer un programme gouvernemental sans enfreindre la loi sur les conflits d'intérêts? L'honorable ministre pour les petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, j'ai déjà dit qu'il y a enfin un rapport que les conservateurs peuvent lire sans avoir une cote de sécurité. Mais voici ce qui est accablant, Monsieur le Président. En matière de code de sécurité, il y a plus d'allégations en matière d'ingérence étrangère pendant la course à la chefferie conservatrice. Pourtant, le chef conservateur choisit de faire fi de l'ingérence étrangère au sein de son propre parti. Si le chef conservateur s'en faisait réellement et qu'il n'avait rien à cacher,
il obtiendrait sa cote de sécurité. Le chef peut-il enfin obtenir sa cote, obtenir les séances d'information secrètes et protéger le Canada? L'honorable député de Mégantic-Lérable. Monsieur le Président, il ne veut surtout pas entendre parler de la vérificatrice générale qui a été très dure à l'endroit de la corruption libérale ce matin. Elle a révélé que 3,5 milliards de dollars du compte d'urgence pour les entreprises ont été versés à des entreprises qui n'avaient pas droit. Pire, comme dans le scandale Arrivcan, c'est une compagnie privée, Accenture, qui a déterminé les critères, les coûts d'un contrat qu'elle a obtenu. Ça devient comme un pattern libéral, ça, Monsieur le Président. Pourquoi les ministres des Finances, des Affaires étrangères continuent d'enrichir illégalement une entreprise privée au détriment des PME canadiennes? Bonne question. L'honorable ministre du Tourisme et du Développement économique. Merci, pour l'Agence pour le Président. développement économique. Je vais répéter les mêmes lignes que ma collègue parce qu'en fait, sa réponse était très bonne. On vous l'a donnée en français au cas que mon collègue n'a pas eu la traduction. Alors, on est bien content que le parti peut lire un document qui ne leur demande pas une cote de sécurité. Alors, ce document qui est très public et tout le monde peut lire donne une chose certaine, Monsieur le Président, c'est que ça n'avait pas été pour ce gouvernement. Il y a des milliers d'entreprises partout au pays qui n'auraient pas survécu. Et c'est exactement ce qu'on fait. C'est s'assurer que les entreprises sont capables de payer leurs employés, leurs dépenses et s'assurer qu'elles sont résilientes face à la plus grande pandémie qu'on a eue. L'honorable député d'Aurora Oak Ridges, Richmond Hill. Monsieur le Président, nous sommes au milieu des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre. Cette campagne réunit des gens de partout dans le monde pour dénoncer les actes de violence fondés sur le genre. Contrairement au Parti conservateur, notre gouvernement n'a jamais hésité à soutenir les survivantes de violences sexistes ou à investir dans la prévention. La ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse peut-elle informer la Chambre de l'engagement de notre gouvernement à résoudre cette crise? L'honorable ministre. Le thème de cette année, S'unir pour agir, met l'accent sur le fait que chacun a son rôle à jouer, en particulier les hommes et les garçons, pour changer les attitudes et les comportements qui contribuent à la violence fondée sur le genre. Ce comportement dangereux est omniprésent. Même le chef du Parti conservateur a inséré des mots-clés misogynes dans ses vidéos sur YouTube. Les femmes canadiennes s'en souviennent, Monsieur le Président. Notre gouvernement renoncera jamais à soutenir les survivants et les survivantes. Nous avons créé le premier plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, soutenu par plus d'1 demi-milliard de dollars. Nous ne cesserons pas nos efforts tant que toutes les femmes ne seront pas en sécurité. L'honorable député du Nunavut. Les membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis continuent d'être tués par la GRC. En moins d'1 mois, ce sont 9 autochtones qui ont été tués sans qu'il n'y ait de conséquences. La GRC et les autorités provinciales doivent agir dans le sens de la réconciliation. Les peuples autochtones méritent que justice soit faite. Les victimes et leurs familles ont droit à la justice. Quand ce gouvernement travaillera-t-il enfin avec les forces de l'ordre et les communautés autochtones pour assurer la justice pour les Autochtones? The Honourable Minister for Public Safety. L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous remercions notre collègue pour cette question importante. Nous partageons ses préoccupations et les préoccupations de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes lorsque nous constatons ces situations désastreuses. J'ai eu l'occasion de parler au commissaire de la GRC, aux leaders autochtones ainsi qu'aux premiers ministres provinciaux et territoriaux. Nous voulons nous retrouver dans une situation où il y aura plus de forces policières autochtones. Nous voulons le faire en partenariat avec les communautés autochtones. Nous allons poursuivre ce travail important et garder en tête les familles de ces victimes. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Spadina-Fort York. Monsieur le Président, la frontière du Canada et l'immigration sont des questions clés pour la future administration de Trump. Ce n'est pas surprenant que le ministre de l'Immigration n'ait pas été invité à la visite à Mar-a-Lago, puisque ce sont ces échecs qui ont mis notre économie en péril. Les agents du corps des gardiens de la Révolution islamique se cachent derrière le programme de réfugiés pour éviter l'expulsion. Le ministre de la Sécurité publique, qui lui s'est rendu à Mar-a-Lago et qui a finalement désigné le corps des gardiens de la Révolution islamique comme groupe terroriste, peut-il nous dire ce qu'il fait pour expulser tous les terroristes du Canada?
L'honorable ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et des Réfugiés. Monsieur le Président, nous voyons un député qui invente constamment des choses. Nous sommes très préoccupés par tout agent étranger qui travaille au Canada, que ce soit dans le cadre d'un groupe terroriste ou autre. Les forces de l'ordre et du renseignement travaillent fort pour les arrêter, les traduire devant la justice ou les expulser du Canada. Nous allons continuer à le faire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais signaler aux députés la présence à la tribune de notre ancien collègue, l'honorable Jean-Claude Damour, ministre des Affaires intergouvernementales, ministre responsable de l'immigration et ministre responsable des Affaires militaires pour la province de Nouveau-Brunswick.